le Covid a permis ce stade ultime en fait, de liquéfaction de la dette par les banques centrales, c'est-à-dire non pas le quantitative easing, qui n'est pas inflationniste en soi, mais une autre forme de quantitative easing qui est, moi j'ai longtemps appelé ça casa de papel avant, qui est l'impression de monnaie à destination des acteurs économiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la grande interview de News Asset Pro. Il a démarré sa carrière en 1995 à la Caisse nationale du gendarme. Par la suite, il a rejoint Crédit Agricole Asset Management, devenu Amundi, Rothschild et compagnie gestion et Schelcher Prince Gestion, jusqu'à être nommé fin 2017 président du directoire d'Arkea Investment Services. Notre invité, qui est né le même jour que Nicolas Copernic à 500 ans près, c'est Sébastien Barbe. Bonjour Sébastien. Bonjour Guillaume, merci pour cette intro. Alors, vous êtes ici pour nous parler d'Arkea Investment Services. Déjà, un petit bilan de l'année 2021. Comment ça s'est passé de votre côté, notamment en termes de collecte? Oh bah c'est une très bonne année, hein. C'est une très bonne année pour l'industrie, je pense. Je pense que tous mes confrères pourraient dire un peu la même chose. La faiblesse de penser qu'on a fait une meilleure année encore, même on va dire que la moyenne, puisque si je regarde Arkea IS dans son intégralité, Arkea IS, pour rappel, hein, c'est l'ensemble des sociétés de gestion d'actifs et la banque privée du groupe Crédit Mutuel Arkea. Nos actifs de fin 2020 à fin 2021 sont passés de 59 milliards à 70 milliards. Ouais, donc ça fait plus 11, ça fait 19%. Et en plus, on ne peut pas dire qu'on a eu un effet marché si important que ça, dans la mesure où on a une partie action qui est quand même assez faible sur cet ensemble. Donc c'est vraiment beaucoup de collecte, beaucoup d'organique, et c'est donc de ce point de vue-là une très bonne année. Elle représente quoi, la partie action, justement, à peu près? La partie action, elle est représentée chez nous par Mandarine Gestion, qui a retrouvé le chemin de la collecte, avec notamment des portefeuilles qui épousent les thématiques du moment, hein, qui sont le global et les thématiques, notamment avec un fonds qui s'appelle Mandarine Global Transition. Ils ont retrouvé une très bonne dynamique de collecte et ont même transformé ça dans le monde institutionnel. Donc ça, c'est ma partie action. Mandarine, c'est un peu plus de 3 milliards d'euros d'encours sous gestion. Mais enfin, la collecte, elle s'est répartie partout, hein. Il y a plein de choses qui ont marché. Quand je regarde Fédéral Finance Gestion, qui est la plus grosse entité, il y a plusieurs choses qui ont fonctionné. La partie monétaire, qui était importante à mes yeux, de pouvoir la positionner dans le jeu concurrentiel des grands, ça y est, c'est chose faite. On partait d'assez loin et maintenant on est dans le jeu concurrentiel et regardé par l'AMF de ce point de vue-là. C'est-à-dire, en termes d'encours, c'est aller de quoi à quoi pour être dans la... Eh bien, on était à 3,5 milliards en début d'année, on a fini à 7 quelque chose, sachant qu'on est passé à presque 10. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu de reflux en fin d'année, mais ça repart d'ailleurs début 2022, bien évidemment. Là où je suis assez content aussi, c'est qu'on a vraiment bien rencontré notre public dans la partie retail, avec un certain nombre de produits. C'est vrai qu'on partait avec une base solide, puisque le Covid a généré finalement beaucoup d'épargne bancaire qui nous appartient de transformer quand on a un groupe comme le Crédit Mutuel Arkea. Et il y en a encore beaucoup, donc ça me donne encore pas mal d'espoir pour 2022. Mais là, je peux remercier toutes nos fédérations qui ont bien réussi à parler de nos produits. Qui sont divers en fait, hein. Les succès traditionnels, c'est souvent les fonds à formule, donc ça a très bien marché, mais sauf que comme les marchés ont bien monté, j'ai presque plus de rachats cette année que de collecte, puisque quand les marchés montent, les fonds précédents sont rappelés et le client touche son coupon. Donc ça me tire presque vers le bas, en fait, dans le chiffre que je vous ai donné au départ, mais ça a pourtant été une année très dynamique. Pardon, sur le monétaire quand même, c'est pas un peu surprenant d'avoir une telle collecte? Il y a d'autres acteurs qui ont fait état aussi d'une forte collecte sur le monétaire, notamment Groupama AM. Pourtant, on sait que c'est clairement pas la classe d'actifs qui rapporte le plus. Pourquoi il y a eu un tel engouement l'an dernier? Parce qu'on est dans le monde corporate. Le monde corporate, il y a quand même quelque chose qui a changé depuis ces quelques années de taux négatifs. Ce que maintenant, ça ne vous concerne pas en tant que particulier, mais si vous êtes une entreprise du CAC 40, maintenant, l'argent en compte, il n'est plus à zéro, il est à moins 0,50. Donc forcément, le trésorier, il est quand même lui-même amené à faire quelque chose de cet argent. C'est sûr que c'est un monde très compétitif, le monétaire. Chaque point de base compte et ça suffit pour faire la différence entre être bien classé et être dans le milieu du peloton. Et on a la chance d'être le petit point de base en plus
qui fait que ça a permis à nos commerciaux de bien animer cette partie commerciale-là. De l'ordre du point de base, on est vraiment sur l'épaisseur du trait en termes de... On est dans le monde institutionnel, corporate, très grande corporate, évidemment. Ouais, et avec des besoins, j'imagine, surtout d'avoir ce type de produit en portefeuille pour garder quand même beaucoup de liquidité et préserver les ratios de solvabilité aussi pour certains investisseurs. Le monétaire est une vraie brique d'allocation d'actifs en tant que tel, bien sûr. Mais après, on la décline. Le monétaire, on a du monétaire à valeur ajoutée derrière qui a très bien marché aussi. On est en train de réussir cette belle transformation, notamment chez Shelter Prince. Mais pour le corporate, c'est une façon de placer sa trésorerie. Il n'a pas le choix. On essaie de faire le mieux possible pour lui. Quels sont les autres segments qui ont bien marché? Alors, quand je parle je reste chez Fédéral Finance Gestion pour l'instant sur les produits qui ont bien rencontré leur public dans les fédérations et les activités de retail. J'ai parlé des fonds en formule. On a lancé un produit qui a vraiment bien rencontré son public qui s'appelle Arkéaïs Protect. Donc c'est une façon finalement pour monsieur tout le monde d'aller sur le marché action un peu à l'insu de son plein gré. Souvent il n'a pas trop envie en réalité, mais les médias ont fait tellement de bruit sur le fait que le livret A, le contrat euro, ça rapporte plus assez par rapport à l'inflation, qu'en fait il y a cette dynamique qui joue. Et le fonds AIS Protect il est en réalité très compliqué à l'intérieur, mais la promesse client est quand même très simple. C'est que c'est un fonds qui va aller sur les marchés actions de façon modérée. Et à tout moment, le client aura sa valeur liquidative protégée à 85% de la plus haute VL. Ce qui fait que si vous achetez à ces taux, la VL est déjà montée à 115. Donc celui qui a acheté au début, la valeur liquidative, il est déjà en capital garanti. Donc si un produit, si vous le gardez assez longtemps, c'est quand même bien. Et ça a rencontré son public. 450 millions d'euros de collecte pour la taille de ce que représente Arkéaïs et nos fédérations, c'est vraiment un beau succès. On a un succès similaire avec un produit de viager sans rente qui a fait le buzz, qui s'appelle Silver Avenir, et continue de collecter évidemment. La gestion sous mandat aussi, c'est un axe de développement depuis plusieurs années qui continue à générer 100 millions de collectes par an. Avec des profils un petit peu différents, des profils thématiques parfois. Et puis on travaille aussi sur tout un aspect quantitatif aussi de la gestion, un peu plus sophistiqué, mais ça c'est plutôt pour 2022. Ouais, l'aspect quantitatif, c'est un peu compliqué parfois. On se demande justement qu'est-ce qu'il y a dans ces fonds quantitatifs, comment c'est calculé. Vous, ça représente beaucoup de produits chez vous? Oui, parce qu'en fait, dans le quantitatif, finalement, tout ce qui va être fonds à formule et qui, pour le coup, rencontre vraiment son public, tout ça, c'est du quantitatif. Demain, on oriente nos clients vers des indices, non pas les indices traditionnels, mais des indices qui sont Paris Align Benchmark, par exemple. Donc ça, c'est dans les tuyaux. Donc ça, forcément, ça nécessite un peu de travaux fondamentaux derrière pour construire les indices, pour construire les formules qui vont bien et pour rendre le produit à la fois compatible avec nos enjeux climatiques et compatible avec la volonté de nos clients de faire de bonnes performances financières. Alors, une dernière question sur 2021 avant de passer à la suite. A contrario, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché, voire pas du tout marché l'an dernier chez vous? J'ai pas fini tout ce qui a marché, parce que là, si je décline les autres entités, Shelter Prince a collecté 1,4 milliard. Principalement sur les actifs non cotés, dette infrastructure qu'on a mise en place cette année. Ça a également très très bien marché sur la déclinaison justement de tout ce qui est, on va dire, portefeuille pas très risqué, mais monétaire à valeur ajoutée, et puis un peu plus derrière, ça marche très très bien ça, convertible un petit peu aussi. Swen Capital Partners, ça a collecté aussi 1 milliard d'euros, enfin c'est beaucoup parce qu'on est dans le monde du private equity, de la dette, de l'equity infra, avec beaucoup de produits là aussi estampillés ESG. Mandarin, ça a collecté aussi. Yomoni aussi, dont on parle parfois, on n'est qu'actionnaire minoritaire, mais je constate avec grand plaisir qu'on a donné les moyens à Yomoni de se développer. Il y a une véritable accélération de leur développement. Ils ont collecté presque 300 millions d'euros cette année. Et la question, c'est aujourd'hui encore d'accélérer là aussi une façon différente d'aborder son épargne pour le particulier, parce que c'est la destination des particuliers. Et je n'ai pas parlé de la banque privée, mais qui continue aussi elle-même de bien se développer en organique. Avec, là aussi, on recrute, on anime de nouveaux bureaux, de nouvelles agences à travers le pays.
On collecte l'épargne, puis c'est une banque de plein exercice, donc on fait aussi des crédits sophistiqués, donc ça fait partie de nos démarches commerciales. Surtout pour les dirigeants, leurs familles, les gros patrimoines. Vous avez raison, on a accentué le partenariat, les synergies qu'on a avec la banque entreprise du Crédit Mutuel Arkea, et c'est vrai qu'on a une véritable accélération sur la banque du dirigeant et l'accompagnement sur son côté patrimonial. Tout ça mis bout à bout, il y a quand même beaucoup de choses qui ont marché. Avec un peu plus de 3 milliards sous gestion, je crois, pour la banque privée. La banque privée, elle a 3 milliards 350 sous gestion à la fin d'année et 1 milliard 750 de crédit. Et ça va en accélérant régulièrement. Et tout ça, c'est pas au détriment de la rentabilité, parce qu'évidemment, mes coûts augmentent, puisqu'on investit. Il y a beaucoup de choses qui changent, on investit, mais on a parmi les meilleurs coex du marché, coefficient d'exploitation, que ce soit sur la banque privée, qui est très bas, et que ce soit sur la gestion d'actifs prise dans son ensemble, où on est pratiquement au niveau du leader, en n'ayant quand même pas la même taille. C'est-à-dire, c'est quoi le niveau du leader à peu près? C'est 50%. D'accord. 50%, c'est très bas quand même. Bon. Et qu'est-ce qui n'a pas marché du coup? Qu'est-ce qui n'a pas marché Vivienne peut-être. Alors Vivienne, oui, parce que... alors vous avez raison, Vivienne c'est un peu en deçà des attentes de ce point de vue-là, mais c'est pas surprenant parce que ce style de gestion dans les marchés tels qu'on les a connus, peut-être un peu moins adapté. À l'inverse, en 2020, Vivienne, c'est des gestions qui sont capables de passer 100% action à 0% action en détectant assez vite que le marché est en train de décrocher fort. Donc ça avait très bien marché en 2020, ça marche moins bien en 2021, on verra en 2022. Donc Vivienne, après, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont moins bien marché? Il n'y a pas de choses qui ont décollecté. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des choses il y a forcément des classes d'actifs ici ou là qu'on ne peut pas tout vendre, qui ont moins rencontré leur public. Mais même l'épargne salariale, ça a marché. Enfin, franchement, c'est une très bonne année. 11 milliards, on n'a jamais fait autant sur un seul exercice. Ok. Cap sur 2022 maintenant. L'environnement de marché a quand même pas mal changé. La politique monétaire qui se resserre, l'inflation qui est beaucoup montée l'an dernier, qui va rester haute pendant un petit moment. Comment vous comptez naviguer dans ce contexte compliqué ? Alors, d'abord, on a plein de projets, mais si on parle effectivement d'environnement de marché en tant que tel, sur la formation des prix des actifs, qui doit aussi gérer nos conseils, nos orientations, vous avez prononcé le mot inflation, qui est évidemment un peu le leitmotiv aujourd'hui. C'est marrant, parce que ça fait quand même des années, pour ceux qui me connaissent, que j'explique qu'il va y avoir une remontée de l'inflation. Je vous l'avoue, pas... Je n'anticipais pas aussi forte Depuis et aussi le quantitative rapide. easing de 2015 que vous l'anticipiez? 2018 surtout. Ouais. 2018 avec l'anticipation qu'on passerait à un stade. Le Covid a permis ce stade ultime en fait, de liquéfaction de la dette par les banques centrales. C'est-à-dire non pas le quantitative easing, qui n'est pas inflationniste en soi, mais une autre forme de quantitative easing qui est... moi, j'ai longtemps appelé ça Casa de Papel avant, qui est l'impression de monnaie à destination des acteurs économiques. Et ça, c'est un game changer, forcément, pour la suite. Donc, dans la question de l'inflation, c'est paradoxal aujourd'hui parce qu'il y a... L'inflation, c'est deux choses. Il y a une partie structurelle, il y a une partie conjoncturelle et une partie structurelle. Et j'ai presque envie de dire, sur la partie conjoncturelle, qu'à mon avis, la messe est déjà dite. C'est-à-dire qu'on est déjà, si on regarde le revenu disponible aux États-Unis, si on regarde un peu les chiffres, si on regarde ce qui a généré un peu ces contractions de marché et donc des sorties par le haut. J'ai presque envie de dire que c'est déjà derrière nous. Il y a le pétrole qui risque de rester assez haut, mais on peut déjà imaginer que l'inflation, paradoxalement, pourrait surprendre à la baisse en 2022 sur cet aspect conjoncturel. En revanche, l'aspect structurel me paraît beaucoup plus important parce que là, on est vraiment, je pense, dans la conséquence des choix de politique monétaire qu'on a menés récemment. Encore une fois, et c'est notre président, le 13 mars 2020, qui a lancé le quoi qu'il en coûte et qui a été copié par finalement l'ensemble des dirigeants de ce monde, à part le chinois. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que, regardez aux États-Unis, par exemple, les salaires qui montent, c'est les salaires les plus bas, qui montent plus que les salaires les plus hauts. D'habitude, c'est l'inverse. Pendant les 20-30 dernières années, il y avait peu d'inflation parce que finalement, le monde dans lequel on était, certains l'appelaient la stagnation séculaire, c'était les riches en avaient toujours plus et ceux qui étaient en bas de l'échelle sociale en termes de l'emploi avaient toujours du mal à joindre les deux bouts, d'où les inégalités, etc. Là, peut-être pour la première fois, on a quelque chose qui a changé et qui peut, d'un point de vue sociétal, nous donner quand même un peu d'espoir quand même pour adresser ces questions-là.
Et si j'ai raison là-dessus, je ne suis pas encore sûr d'avoir raison, mais si j'ai raison là-dessus, c'est un vrai game changer pour la partie inflation structurelle. Et ça peut fondamentalement être une bonne nouvelle, puisque c'est peut-être la façon la plus indolore de sortir de ce monde dans lequel on vivait depuis 30 ans, qui était un peu stagnation séculaire. Moi, je suis assez positif finalement sur l'activité en tant que telle. Le paradoxe, c'est sur les marchés financiers, peut-être que 2022, ce sera une année de respiration, de déception peut-être à la fin sur la croissance et sur l'inflation à cause de cette composante conjoncturelle, mais c'est qu'une année de respiration. C'est-à-dire que je pense que les choses vont réellement changer. Et ce qui me fait basculer sur un autre thème que j'aime beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur, qui est la forme d'éducation financière que l'on doit incarner quand on fait ces métiers-là, jusqu'au plus petit des particuliers au bout de la chaîne. Parce que on sait bien que les Français, souvent, ont mis beaucoup d'argent dans l'assurance vie, les livrets A, l'assurance vie contrat en euros, et ont eu une rémunération de leur épargne qui était, d'une manière générale, assez faible. Ça va encore quand, justement, il y a peu d'inflation, qu'il y a une préservation du pouvoir d'achat. Et là, il y a quand même quelque chose qui a changé. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience que c'est plus suffisant. Il y a une prise de conscience qu'il faut préparer sa retraite. Le PER est aussi une vraie avancée dans le cadre de la loi PAC de ce point de vue-là. Et j'ai la forte conviction quand même qu'on peut avoir, en tout cas pas tout de suite, mais dans les années qui viennent, et on va dire dans les 10 ans qui viennent, un vrai changement comportemental de tout le monde, de nos institutions financières, qui sont très obligataires aussi en Europe continentale, de nos particuliers pour leur bien-être collectif. Et je pense qu'on a un devoir de les accompagner sur ce segment. J'aime bien dire que l'épargne, c'est ce qui est le plus dur à avoir. Là, il y en a eu, distribué, accumulé. La partie gestion de l'épargne, pour moi, est évidemment pas la plus difficile, mais il faut l'adresser. Et je pense que dans un monde où on aurait 2-3% d'inflation un peu plus régulièrement que ce qu'on a connu dans le passé, ça ne suffit plus de faire ce qu'on faisait avant. Moi, je trouve que c'est une grande opportunité pour nos métiers d'adresser cette diversification d'épargne qui a bien sûr eu lieu dans le monde anglo-saxon depuis longtemps et qui n'a pas tellement eu lieu encore dans le monde continental et le monde français. Donc ça veut dire que vous voulez faire passer le message que les placements qui rapportent peu parce qu'ils sont très sécurisés, c'est fini, c'est plus un bon calcul dans cet environnement-là? Moi, je prends un peu le contre-pied quand même par rapport à ça. Parce que je trouve que ce type de placement a un intérêt en allocation d'actifs, justement si on pense que l'année va être difficile. Donc il ne faut pas cracher dessus et se dire la fleur au fusil, maintenant que la bourse a monté, il faut aller faire. Regardez monsieur le client, la bourse a monté, il faut y aller. Non, je pense qu'il faut... dans l'éducation financière, il y a le maître mot du bon sens. Et le bon sens, c'est aussi savoir prendre quelques virages. J'ai pas mal d'amis qui ne sont pas du tout dans la finance et qui me posent des questions quand il s'agit de leur finance personnelle. C'est vraiment le message que je leur véhicule. Le bon sens n'est pas réservé aux professionnels. Donc oui, bien sûr, il faut garder le contrat euro. C'est un très bon produit. Au contraire, c'est même un meilleur produit paradoxalement quand les taux montent que quand les taux baissent, puisque quand les taux baissent, autant faire quelque chose qui se valorise que le contrat euro qui met de l'argent de côté. Là, il y a de l'argent de côté dans les contrats euros. Donc si les taux remontent et que c'est plus difficile sur les marchés, au moins on est protégé avec ce type d'allocation d'actifs. Donc les particuliers, en tout cas une clientèle sur laquelle vous allez vouloir vous développer, si je comprends bien. Est-ce que vous avez des objectifs sur ce segment? Comment vous allez le faire? Avec quels produits? Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors on se développe sur tout type de clients. Les particuliers, on les adresse par deux biais, par nos propres réseaux de distribution qui sont intermédiaires. Moi je ne parle pas des particuliers en direct, sauf s'ils veulent bien m'écouter. Et on a nos fédérations qui jouent un vrai rôle de transmission de ce point de vue-là. Et je salue tous mes conseillers au bout de la chaîne qui, eux, ont le vrai client en face d'eux. On les a aussi par l'intermédiaire. Aujourd'hui, le marché se cristallise un petit peu avec des acheteurs B2B. Shelter Prince, par exemple, qui est une marque très connue, 7,5 milliards maintenant sous gestion. Finalement, une bonne partie de ces acheteurs de fonds, c'est des spécialistes qui choisissent, et eux-mêmes ont des clients particuliers derrière, qui choisissent nos fonds, qui ne sont pas forcément connus par le grand public, mais parce que ça correspond bien à la brique d'allocation d'actifs qu'ils ont besoin dans le jeu concurrentiel. C'est quoi, ce sont des CGP, par exemple? Alors, les CGP, c'est encore autre chose. Je pense aux vrais gros acheteurs, aux gestions sous mandat. Moi-même, j'ai une gestion sous mandat à l'intérieur de Fédéral Finance Gestion. J'ai dit tout à l'heure qu'elle collectait 100 millions par trimestre. C'est forcément des particuliers derrière, et nous, on gère la gestion conseillée derrière. Mais il y a des acheteurs, c'est tous des professionnels. Il y a des gestions sous mandat qui sont un peu partout, des banques privées,
Et on a des professionnels en face de nous. Donc le jeu concurrentiel est différent. Mais en tout cas, c'est comme ça aussi qu'on adresse la collecte du monde des particuliers. Après, j'ai plein d'autres sujets sur le monde institutionnel, évidemment sur 2022. J'ai plein d'investissements qui ont été faits. Et j'espère avoir beaucoup de collectes au-delà des particuliers. Mais c'est vrai que c'est un segment qui me parle beaucoup. Oui. Donc au-delà des particuliers, les institutionnels, autre axe de développement, un marché qui est quand même réputé bien plus mature aujourd'hui en France que celui des particuliers où il y a encore beaucoup à faire. Voilà, pour continuer à gagner des parts de marché, des contrats, qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les institutionnels? Des fois, c'est un peu les deux. Hein. Par exemple, un de mes sujets sur 2022, j'en ai plusieurs, un de mes sujets, c'est on a acheté l'année dernière une boîte dans l'immobilier qui s'appelle Arkea Real Estate. On a eu... donc on a créé Arkea Reim à côté, société de gestion qui vient d'avoir son agrément, je ne vais pas avoir communiqué dessus, le 21 décembre, sous conditions suspensives bien sûr qu'on va adresser. Et ça veut dire que derrière on va pouvoir, au-delà même des institutionnels, adresser le marché de la SCI, des SCPI, des OPCI, que ce soit pour des professionnels ou que ce soit pour la clientèle particulière. Sachant que notre gamme, la partie immobilière, c'était plutôt les institutionnels. Là-bas, on est des sous-traitants finalement de très gros fonds immobiliers, puisqu'on a une équipe de sachants. Pourquoi vous revenez à l'immobilier alors que vous êtes sorti du capital de Primonial en 2019 ? Pour moi, responsable d'Arkeis, il était difficile d'aller sur l'immobilier avec un des meilleurs acteurs qui était présent, on n'était pas propriétaire, mais où le groupe était propriétaire d'un des meilleurs acteurs que je salue, qui est Primonial. Donc c'était difficile de faire concurrence en interne dans les deux. À partir du moment où Primonial est devenu tellement gros que nous-mêmes on a décidé de sortir et eux de s'adresser à des actionnaires aussi suivants, ça me laissait le champ libre pour pouvoir le faire. Et évidemment, on a saisi cette opportunité. Si je reviens à la question sur les institutionnels, j'ai aussi un de mes axes importants en 2022, c'est qu'on a monté la plateforme infrastructure, de dette infrastructure. On est en train de la monter et pour le coup, c'est un agrément qu'on dépose au Luxembourg pour viser une clientèle européenne avec des projets plutôt en Europe globalement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on transforme aussi sur l'exercice 2022 puisqu'on pourra lancer les fonds sous réserve qu'on ait notre agrément, j'espère, au premier trimestre. Sur la dette non cotée, c'est pareil, hein, c'est des segments qui accélèrent. On va avoir encore beaucoup d'actualités dessus parce que notre dernier millésime, le fonds Shell Shore Prince Eurocréance 2020, on a levé presque 500 millions d'euros. Il se remplit très vite, donc ça veut dire qu'il y a une vraie activité aussi d'investissement des entreprises et donc on va être amené à lancer le millésime suivant, je pense, dans le courant 2022. À voir si 2022 ou 2023, mais je pense que ça va être 2022 si j'extrapole un petit peu. Et là, on va aussi viser, là c'est de la clientèle institutionnelle bien sûr, même si sur toute cette partie dette non cotée, qu'elle soit infrastructure ou qu'elle soit non cotée, il y a aussi un vrai sujet de marché sur lequel évidemment on travaille avec notre compagnie d'assurance, c'est la retailisation, enfin de rendre possible pour nos clients particuliers l'accès à ces classes d'actifs qui aujourd'hui sont réservées qu'aux grands professionnels, grands institutionnels ou très grandes fortunes, on va dire. Donc ça, c'est un axe de développement important. Ça peut être quoi les véhicules d'accès, justement? C'est de l'UC en assurance vie pour ces fonds infrastructure? C'est ça. Alors, ça peut être sous forme d'UC, ça peut être, on réfléchit même avec la gestion sous mandat. En tout cas, c'est simple, hein, mais un fonds de dette, c'est quoi un fonds de dette non coté? Un fonds de dette non coté, c'est du financement de PME françaises, essentiellement. Ça arrive que de temps en temps, il y ait des entreprises qui ont des difficultés. Il y en a quand même eu avec le Covid. Mais on s'aperçoit que bon an, mal an, pour des taux de rendement qu'on rentre autour de 4, même si on devait avoir un peu plus de casse que prévu par les modèles, on aura quand même plus que le contrat en euros. Donc, et pour le coup, c'est assez granulaire et c'est peu volatile. Donc, pour le particulier qui a une position assez long terme sur son épargne, c'est quand même assez peu corrélé avec le CAC 40 et ça porte quand même des rendements intéressants au prix de la liquidité, bien sûr. Mais quand c'est dans un contrat assurance vie, c'est à nous de gérer cette partie-là. Et une diversification, oui. Une vraie diversification rentable et avec un risque qui est quand même très mesuré de mon point de vue.
What else, à part l'immobilier? Vous avez l'air d'avoir plein de projets pour cette Ouais, année. plein de projets. Même sur toutes mes entités, il y a des projets. Swen, ils accélèrent aussi. Et pour le coup, nous, on doit accélérer également sur... on a dans l'ensemble de notre gamme... moi, j'ai cité tout à l'heure le fait qu'on avait 180 fonds, je n'avais même pas conscience qu'on avait autant que ça, mais sur toute notre gamme, on a quand même beaucoup de fonds article 8 dans la gamme disclosure, c'est-à-dire ESG, normes européennes, donc bien plus que la moyenne. Ce sont des fonds qui promeuvent des pratiques ESG. Voilà, c'est le label européen ESG. Mais il y a l'article 9 aussi, qui sont les fonds à impact, comme on dit. C'est pas tout à fait pareil, mais enfin, on va le classer comme ça pour simplifier. Les fonds qui, en plus... pas défendent une cause, mais ont un axe particulier de communication. Par exemple, on a lancé un fonds action où c'est presque les analystes qui vont gérer, un fonds action où on va favoriser les entreprises en Europe qui développent l'emploi en France. Donc c'est un fonds à impact sur l'emploi directement en France. Donc ça, on va lancer ça. Ça, on peut labelliser les fonds en article 9. Et donc il y a une grosse partie de la réflexion aussi qui est de trouver sur ce segment article 9 des candidats. On en a dans nos différentes entités. Schlescher va le faire sur la dette infra, par exemple. Il y aura un fonds à article 9, destination des professionnels, bien sûr. J'ai parlé de ce fonds-là sur les actions. On peut le faire aussi, on y réfléchit, sur la gamme justement structurée, quantitative, d'avoir des choses qui vont encore un petit peu plus loin dans cet exercice, sans pas passer toute la gamme non plus. Mais donc là, c'est quand même, ça occupe pas mal de travaux pour cocher les cases, parce qu'on a un régulateur, l'AMF, qui est extrêmement dur dans son approche pour éviter les greenwashing dont on a déjà maintes fois parlé. Voilà. La banque privée, j'en ai pas parlé, mais la banque privée, on va continuer de se déployer, on va continuer d'accélérer nos synergies. Ça veut dire, mine de rien, qu'on cherche à recruter des gens, qu'on cherche à ouvrir des postes, qu'on cherche à structurer. C'est quel profil que vous recherchez? Eh bien, ça peut être des banquiers privés, qu'on met dans nos agences, dans certaines villes. On a quelques projets en cours. Ça peut être des assistants, ça peut être de l'ingénierie. Voilà. Enfin, à partir du moment où on grossit, de toute façon, nos besoins grossissent et il faut qu'on structure l'entreprise aussi de cette façon-là. Et pour les autres sociétés, est-ce qu'il y a aussi des profils, des typologies de profils dont vous êtes particulièrement à la recherche en ce moment? Alors, les profils, alors il y en a quelques-uns qui sont durs à trouver. On essaye de densifier encore notre équipe d'analyse extra-financière. C'est pas si simple. C'est des profils qui sont très recherchés. Nous avons la particularité chez Arkéiès aussi d'avoir des structures qui sont à Brest. Je pense à Fédéral Finance Gestion. Alors c'est marrant parce que le Covid a été un facteur plutôt positif d'une certaine façon, parce qu'on a des Parisiens, je suis parisien, mais qui ont envie d'épouser finalement une carrière à la fois intéressante d'un point de vue intellectuel, mais aussi avec un environnement de vie différent. C'est vrai qu'à Brest, on est au bord de la mer. Prix de l'immobilier ont bien monté. Ouais, mais ils sont encore très bas. Ouais. Ils sont encore très très bas. Et donc on s'achète très facilement une maison. Et donc on attire comme ça des gens. C'est quand même plus difficile que d'attirer sur Paris, puisque évidemment le vivier de collaborateurs disponibles est évidemment plus important. Mais ça, c'est dur à trouver. Même la banque privée, c'est pas si simple à trouver. Alors, comme il y a de la restructuration dans le marché, des rapprochements, tout ça, ça laisse aussi un peu de respiration dont on essaie de profiter dans notre phase de croissance. Un mot un autre mot quand même sur Mandarin Gestion que vous avez un peu évoqué avec le retour, si j'ai bien compris, à la collecte l'an dernier après quand même des années compliquées. Il y avait eu plusieurs départs, notamment chez Eleva Capital, mais pas que. Il y avait aussi Thierry Leclerc qui était parti. Aujourd'hui, comment vous comptez pérenniser le relancement de la machine mandarine? Moi, je ne voudrais pas parler à la place des dirigeants de Mandarin, parce que je ne suis qu'actionnaire minoritaire et présent au conseil. 15% vous avez de mais en revanche, le succès qui fait qu'ils ont réussi à inverser la tendance, c'est qu'ils ont coché les deux cases qui comptent aujourd'hui. Maintenant, les investisseurs cherchent des expertises globales, c'est plus Europe, c'est global, et avec une thématique. Ils ont eu donc un beau succès avec un premier fonds, ils en ont lancé un autre sur le sport. Le succès du premier fonds, mine de rien, les a fait, s'est transformé dans le monde institutionnel avec un client, j'aime bien dire des clients improbables, puisque c'est un client non résident d'un pays dans lequel on n'a pas l'habitude d'aller, qui a dit je veux la même chose que ça, mais avec un fonds à moi pour plus de 100 millions d'euros. C'est quel pays? C'est le Danemark. D'accord.
Vous êtes allé les chercher Moi, j'ai rien fait. Tout le mérite en revient aux équipes de Mandarine. Ok. Une autre société que vous avez évoquée rapidement sur le bilan 2021, c'était Yomoni. Donc vous dites, voilà, grosse collecte l'an dernier, grandes ambitions. Grandes ambitions, on se dit forcément levée de fonds. Il y a une augmentation de capital qui se prépare chez Yomoni. Alors c'est possible parce que Yomoni est dans un modèle d'acquisition de clients et ça coûte un peu d'argent. Vous devez le savoir aussi bien que moi. À partir du moment où on voit que l'acquisition client, le coût de l'acquisition et la rentabilité du client, ça se compte en nombre d'années, nous satisfait et qu'on voit qu'on rencontre notre public, c'est logique que Yomoni se pose la question d'accélérer son modèle et de devenir le leader en France sur ce segment. C'est une fintech pour le coup qui a été une belle acquisition. Alors au niveau du groupe, ça a été un peu plus compliqué. Par exemple, il y a Litchi que le groupe en tout cas essaye de céder en ce moment. Vous en êtes où ça? On a commencé à lire ça à partir de l'été dernier. Je dirais pas ça. C'est pas forcément à moi de m'exprimer sur le sujet. Moi, ce que j'ai en tête, c'est que effectivement le modèle des cagnottes, il y avait plusieurs acteurs. Il y en a plein qui ferment. Litchi est la plus renommée, celle qui a la plus grosse part de marché. Donc à la fin, s'il n'en reste plus qu'un, ce sera Litchi. On est un groupe mutualiste qui réfléchit dans le temps long. On a pris l'exemple de Yomoni, on est très content, ça se développe, mais Yomoni, c'est des années d'investissement avant que ça génère. Le monde des fintechs, c'est un peu ça aussi. Hein. Ouais. Et Arkéa est reconnu dans ce contexte. Ouais. Le secteur de la gestion d'actifs, il y a pas mal de consolidation en ce moment. Vous, quel rôle vous comptez jouer? Est-ce qu'il y a des cibles que vous lorgnez en particulier, un type d'acteur? Et quels moyens vous pouvez mettre aujourd'hui pour une éventuelle acquisition? Alors, l'acquisition dans la gestion d'actifs, ce n'est jamais un exercice facile parce que c'est des métiers d'hommes et de femmes. Quand on achète, ça ne coûte pas cher en fonds propres, parce que c'est une activité de service. Mais ça coûte cher en goodwill. Il y a plein d'exemples dans le marché qui montrent que ça ne s'est pas bien passé. Donc toujours prudent quand il s'agit de parler d'acquisition. C'est vrai qu'on essaye de construire un modèle où un chef d'entreprise peut y trouver son intérêt avec une holding de moyen milieu qui l'utilise pas, une expérience réussie d'intégration. Shelter Prince, c'est un bon exemple. Hein. Shelter Prince, c'était une acquisition... une vente faite par Monsieur Prince. Et donc on essaie de mettre en place une envie peut-être pour certains de se rapprocher. Alors des dossiers qui passent, j'en vois, c'est sûr. Il faut que ça serve nos clients, il faut que ça serve nos valeurs. Crédit Mutuel Arkéa s'est doté d'une raison d'être. Ça sera peut-être une entreprise à mission un jour. Donc il faut que ça coche un certain nombre de cases. Et que ce ne soit pas en doublon avec quelque chose qu'on a déjà. On n'est pas assez gros pour organiser la propre concurrence interne. Donc j'ai le feu vert implicite du groupe pour pouvoir porter des dossiers si on trouve des dossiers intéressants. On l'a fait l'année dernière sur la partie immobilière typiquement. Mais je ne me sens pas ni obligé, ni non plus regarder les choses de manière opportuniste. Il y a aussi des niveaux de valorisation qu'on va regarder. On est plutôt sur des niveaux élevés en ce moment, ce qui nécessite encore plus de prudence quand on fait ce type d'opération. Vous aviez tenté il y a quelques années de racheter Miscart, il me semble. Vous êtes bien renseigné, on avait regardé ça. C'est vrai qu'avec la banque privée, ça aurait été quelque chose de très intéressant avec une vraie complémentarité géographique. On n'est pas parvenu à faire ce deal qui est parti dans des sphères de compétition de prix qui ne correspondaient pas en tout cas à ce qu'on estimait capable nous en tout cas de faire. Vous êtes fait souffler par LFPI du coup pour... Voilà, donc félicitations et longue vie à Mescart avec effectivement un nouvel actionnaire. Une dernière question sur le M&A. Bon, vous allez encore me dire que c'est au niveau groupe et vous aurez raison, mais on lit là aussi forcément l'intérêt de Crédit Mutuel Arkéa pour les actifs en France d'ING. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce niveau-là? Non, pour le coup, c'est très loin de mes chapelles. C'est vrai qu'ING, c'est une autorité publique, est en vente. Et il y a plusieurs façons d'adresser ce dossier. Forcément, un acteur comme Fortuneo, qui a déjà plus d'1 million de clients, est un acteur qui est regardé.
Je vous laisse interviewer Pascal Denay si vous voulez en savoir plus. Il sera le bienvenu. Pour terminer, juste avant de passer à des sujets un peu plus techno, un rappel juste de la feuille de route de Crédit Arkea IS. Alors l'an dernier, vous aviez présenté un plan à 2024. On l'a toujours. C'est juste. On l'a toujours. Que vous avez toujours. Voilà, vous en êtes où à peu près plutôt pas mal, plutôt pas mal parce que le plan 2024, ça se traduit par 21 initiatives un peu phares au sein de l'ensemble de mes entités. On les suit forcément, on les monitore, on les suit. Certaines sont en avance. Est-ce que d'autres sont en retard? Je ne saurais même pas dire. Mais oui, on s'attelle à ce plan qui a été fait avec beaucoup de bon sens, beaucoup de bottom-up, très proche de nos clients. Donc oui, ça marche. Peut-être celui où le plus grand challenge finalement, même pour l'industrie, c'est on a presque oublié les années un peu difficiles où on disait pincement de marge et tout ça, digitalisation et investissement nécessaire. Alors on l'a fait beaucoup sur l'ESG, tout le monde, ça coûte cher, l'extra-financier. Et il faut encore accentuer, je pense, sur la partie digitalisation. On a quelques lignes conductrices sur le sujet. Alors après, ça dépend de plein de choses, de budget informatique, de choses comme ça, mais c'est des choses qu'il ne faut pas qu'on oublie parce qu'il y a du travail devant nous là-dessus. Bon, justement, puisqu'on est sur l'approche technologique, il y a une annonce qui a retenu mon attention que vous avez faite l'an dernier. C'était concernant la blockchain, la technologie utilisée notamment par le Bitcoin. C'était une prise de participation dans une SCI qui avait été réalisée par Generali. Voilà, une première transaction. Qu'est-ce que ça change pour Arkea IS de miser sur ce type de service, de produit? Alors, pour bien saisir votre question, est-ce que vous parlez d'initiative business? Alors voilà, donc Generali vient d'arriver dans le capital, mais n'était pas dans les membres un peu fondateurs que sont OFI, nous, la Banque Postale. Vous parlez de la plateforme Isness qui justement la plateforme Isness. Blockchain. Donc ça, la plateforme Isness, elle se développe. Pour rien vous cacher, j'ai des clients. On a mis certains fonds sur cette plateforme qui utilisent effectivement la technologie blockchain pour les sousrachats, comme on dit dans notre jargon. J'ai des clients corporate importants, référencés sur la plateforme, où le trésorier, à partir du moment où il a l'émulation qui va bien sur son écran pour souscrire, racheter de manière très simple ses parts dans les fonds monétaires typiquement, dit de toute façon je n'utiliserai pas de fonds monétaires non référencés sur cette plateforme. D'accord. Donc c'est quand même le monde a un peu changé quand même parce qu'avant c'était dur de faire référencer un client sur la plateforme parce que c'était pas son circuit habituel de souscription. Maintenant je trouve que c'est tellement facile et plus économique aussi qu'est souscrit. Donc cette plateforme grandit, on contribue nous en tant que petit actionnaire à la faire grandir avec nos propres fonds. On nous demande de temps en temps d'en référencer un nouveau. Ça nécessite un peu de tuyauterie, mais on le fait volontiers. C'est quoi le volume de transactions actuel à peu près? Alors là, c'est la colle. J'avais lu près de 25 milliards d'euros de transactions à fin juin dernier, donc je pense que ça a dû... Alors c'est possible, mais je ne suis pas du tout le seul client concerné. Mais pour nous, c'est évidemment en accélération. Mais quand un ticket passe, c'est 50 millions. Enfin, je veux dire, ça va très vite. Ok. Un dernier mot sur ce point-là. Quand vous dites que ça réduit les coûts, ce que l'un de vos clients du coup apprécie beaucoup, on parle de quel ordre de grandeur? On a du mal à se rendre compte quand même. Ah oui, mais là c'est comme les petits BP sur le fonds monétaire. Normalement ça coûte pas très cher, tout le circuit de distribution, souscription rachat, mais là encore dans un jeu ultra concurrentiel, si on peut faire moins cher, si on peut diviser les coûts par deux, même s'ils sont très faibles. C'est plein de petits grains de sable qui s'accumulent. C'est plein de petits grains de sable. Puis il y a plus que ça, je pense. Il y a l'expérience utilisateur. Encore une fois, clac, je souscris, clac, je rachète, sans avoir de problématique de tuyauterie. La technologie blockchain va révolutionner plein de choses. Plus largement sur la question des données, qui est quand même un gros sujet de place en ce moment, notamment avec la Commission européenne qui souhaite la création d'une plateforme d'information commune dont la mise en place serait espérée à horizon 2024. Vous, comment vous voyez ce sujet d'accès aux données et d'utilisation des données pour une entreprise comme Je ne sais pas si je vais avoir une réponse originale, Guillaume, parce que je pense que tous les chefs d'entreprise dans la gestion d'actifs sont confrontés au même problème, c'est-à-dire la nécessité d'avoir de plus en plus de données. Il y a eu une véritable accélération sur l'analyse extra-financière notamment.
l'accès à ces données qui est de plus en plus cartellisé, et donc avec une capacité pour ceux qui la possèdent de monnayer l'accès à cette donnée de manière chaque fois plus chère, que ce soit les indices, que ce soit des bases de données, des ratings, etc. De plus en plus dans le monde, on veut tout rater. Même nous-mêmes, on se fait rater dans tous les sens. Qu'est-ce que vous visez? C'est Markit, c'est Bloomberg, c'est ce type d'acteur? Bien sûr, mais pas que ça. Hein. Dans l'analyse extra-financière, nous on utilise Sustainalytics, par exemple, qui est filiale de Morningstar. Et ça, c'est des coûts de base de données évidemment importants. Il y a beaucoup de choses qui finissent aux États-Unis. Hein. Les Américains sont malins, ils ont quand même mis la main sur beaucoup de ces capacités et de possibilités de monter les prix après. Forcément, j'ai des équipes qui sont derrière ces sujets-là, qui sont aussi moteurs pour aller avec nos propres confrères ou nos régulateurs pour essayer de construire des choses qui viennent contrecarrer cette inflation qu'on n'a pas envie de subir. Ouais. Et développer la recherche en interne, notamment sur l'extra-financier, c'est un moyen d'y répondre? On le fait, mais même, ça, c'est pas suffisant, parce que je parlais de Sustainalytics, on arrive à suivre 12 000 émetteurs avec. Évidemment, derrière, on a nos propres méthodes de scoring, j'ai une équipe de 5 personnes, donc on investit aussi sur les hommes et les femmes, mais il faut la donner. Quand on fait de nos côtés, on peut le faire un peu à la main, mais quand on le fait sur le côté et que vous avez autant d'émetteurs, il faut la donner. Allez, un tout dernier mot, cette fois-ci, sur la gouvernance du groupe d'Arkea IS et du groupe Crédit Mutuel Arkea. Il y a eu, voilà, là on ne va pas reparler des départs chez Mandarin, mais quand même eu un gros chamboulement ces dernières années avec le départ en 2020 de Ronan Lemoal, directeur général du groupe, Jean-Pierre Denis, l'ancien président qui n'est plus président depuis l'an dernier. Elle en est où? Elle est comment, la gouvernance aujourd'hui? Je perçois pas le sens de votre question parce que effectivement Ronan est parti, Jean-Pierre est parti. Ronan a été remplacé par Hélène Bernicot, notre directrice générale, qui a construit son COMEX il y a 1 an et demi, qui fonctionne très bien. Le nouveau président Julien Carmona est arrivé au mois de mai. Moi, je le rencontre très régulièrement. C'est quelqu'un qui est dans les lignées de Jean-Pierre Denis, d'ailleurs. Mais qui a 10 ans de moins, même un peu plus. Et voilà, enfin, le groupe Crédit Mutuel a connu ça régulièrement. Il n'y a plus de volonté de prise d'indépendance aujourd'hui par rapport au groupe Crédit Mutuel. Alors, c'est ce qu'on appelle, qui traînait depuis des années. C'est ce qu'on appelle le projet Liberté, qui était effectivement très incarné par Jean-Pierre notamment. Ce projet existe toujours. Ce projet existe toujours, à ses propres raisons d'être. La capacité du groupe Arkea à montrer que c'est une banque à part, avec un modèle de développement à part, un modèle de gouvernance efficace à part, un modèle de croissance et une solidité financière qui sont hors pair, globalement, elle est toujours là. Et donc non, ce projet existe toujours, bien sûr. Ok, merci beaucoup Sébastien Barbe d'avoir accepté notre invitation. Merci et Guillaume. À bientôt, on espère. Merci à vous de l'avoir suivi, à très vite sur News Asset Pro.